Dans un dialogue entre les poétesses Adrienne Rich et Audre Lorde, elles échangent sur ce que l'on pourrait résumer par la formule suivante. Que vivons-nous exactement lorsque nous faisons l'expérience, lorsque nous vivons la domination? Et en particulier, que signifie faire l'expérience du sexisme et du racisme et comment la signifier, comment l'exprimer, comment l'adresser à autrui? Adrienne Rich veut travailler à une sorte d'auto-analyse féministe. Elle est attentive à la destitution du solipsisme blanc, ce sujet de l'expérience, depuis lequel elle, mais aussi un grand nombre de féministes, de femmes, pensent, écrivent et luttent. Et ce sont les femmes blanches. Voici ce que Adrienne Rich demande à Audre Lorde. Tes perceptions sur ce qui se passe entre nous, sur ce qui se passe entre les personnes noires et les personnes blanches, sur ce qui se passe entre les femmes noires et les blanches. Tout cela, certaines de ces propositions, certaines d'entre elles sont terribles pour moi. Il y a une partie de moi qui veut résister à tes propos et une autre qui veut les accepter complètement. Entre les deux, il y a une place que je dois trouver. Je ne peux pas me permettre de balayer tes perceptions, comme je ne peux pas me permettre de prétendre que je comprends quand ce n'est pas le cas. Cette question de l'entre-deux, de l'incompréhension, de l'effort, n'est pas une compromission, mais plutôt la restitution d'une complexité, d'une impureté. Audre Lorde va répondre à Adrienne Rich. Elle ne va pas rassurer son inconfort. Elle va plutôt parler de la complexité de sa propre expérience. Cette expérience vécue du sexisme et du racisme et du classisme. Une expérience qui est intrinsèquement complexe et qui pourtant rentre en résonance avec les expériences d'autres femmes afrodescendantes, africaines-américaines. Mais ce que dit Audre Lorde, c'est aussi l'expression d'un gouffre, ce gouffre qui la sépare de Adrienne Rich et qui renvoie à l'incommensurabilité des expériences de la domination. Et en particulier à cette idée d'un gouffre entre des expériences, entre femmes, qui mine la possibilité de dire nous, c'est-à-dire qui empêche ou qui grève la constitution d'un sujet politique. Et ce qui rend incommensurables ces expériences, ce qui rend impossible l'émergence ou la constitution d'un nous, ou qui le rend si problématique, c'est bien la violence mortifère, et la violence mortifère de l'État. Audre Lorde va d'abord déployer dans sa réponse toute une pensée de l'autodéfense affective face à l'État racial, face au suprémacisme blanc de la société états-unienne. Elle va déployer cette autodéfense du côté d'une pensée de l'amour de soi, un amour de soi qui est vital, qui permet de transcender les expériences d'annihilation et précisément qui permet de soigner les expériences de la cruauté blanche. Elle évoque ce souvenir alors qu'elle est une enfant dans le métro à Harlem avec sa mère. Elle est assise à côté d'une femme portant une toque et un manteau en fourrure. Et cette femme dévisage Audre Lorde, qui est alors une toute petite fille. Elle la dévisage d'un air dégoûté et elle tire son manteau comme si un cafard y rampait. À 3 ans, Audre Lorde réalise que c'était juste elle, que dans les yeux de cette femme, elle était un cafard. Le pantalon d'une toute petite fille avait juste effleuré le manteau d'une dame blanche. On comprend que rien n'est perçu, que rien n'est signifié, encodé de la même façon dans ces deux expériences, que la proximité dans un transport en commun, selon que l'on est blanche ou noire, que l'on est entre blanches ou pas, n'est pas signifiée de la même façon. On comprend que l'enfance, ici, n'est pas le même mot depuis une ligne de couleur, qu'il n'y a pas de privilège de l'enfance pour Audre Lorde, qu'elle ne fait l'objet d'aucun regard attendri, et que ce regard, comme l'exprime ailleurs Frantz Fanon, détermine et déterminera tout au long de sa vie ce processus continu et répété
de déshumanisation. On comprend également que la licéité de la violence, la possibilité de la violence, est comme un privilège, un droit blanc, une propriété blanche, que le cafard renvoie ici à la nuisance, aux espèces nuisibles qu'il s'agit d'exterminer, aux parasites et aussi à la propre histoire des espèces hôtes, c'est-à-dire les blancs, toujours chez eux, toujours en droit. Audre Lorde évoque la lecture par la bibliothécaire lorsqu'elle était enfant également. Il s'agit d'un autre souvenir. Donc elle évoque la lecture par la bibliothécaire de Petit Sambo le Noiraud et les remarques sur ses nattes, ses cheveux, qui ne sont pas coiffés correctement. Elle rapporte les souvenirs de la peau claire de sa mère, de la peau claire de ses sœurs, plus claire que la sienne, et le fait que ça la rendait triste et jalouse. Elle rappelle les bonbons en forme de négrillons dans les vitrines des confiseries. Elle rappelle les crachats. Elle rappelle les souvenirs des sparadraps rose clair sur ses blessures d'enfant. Elle rappelle les tentatives de viol. Tout cela relève d'une expérience vécue, d'un matériau brut. Mais tout cela également, Audre Lorde va le ressaisir dans une forme de déflagration psychique. Elle appelle ça une bombe à retardement reliée à nos émotions. Le politique commence à ce point précis, exactement là, dans l'intimité de cet agir éminemment politique, c'est-à-dire dans l'intimité de cette mémoire que l'on tente de ressaisir et à partir duquel se construit des tactiques d'autodéfense. Lorde décrit ce devenir, être dans une posture politique, dans une forme de ressaisie de cette expérience, c'est aussi devenir une sorte de démineur de sa propre vie. Un démineur de sa propre vie, cette posture à laquelle nous sommes contraintes de se tenir pour se sauver et pour survivre précisément à cette expérience. En termes d'autodéfense, Audre Lorde parle de sa colère contre le racisme, celui des féministes, celui des femmes, des hommes, celui d'une société blanche. Sa colère contre l'injonction au silence et les mécanismes d'intériorisation de cette injonction qui produit une forme d'ignorance de soi, d'ignorance de ses désirs, un dégoût qui mène à l'impuissance et surtout qui grève notre puissance d'agir, la possibilité justement de s'en sortir, de faire quelque chose de ces expériences. Pour Audre Lorde, entre les femmes noires, reconnaître les similitudes ne suffit pas. Il n'y a pas d'expérience collective, d'expérience commune déjà là, constituée. Les liens et les différences, pour se tisser, nécessitent un travail, qui est un travail de cure, un travail minutieux, un travail de care, un travail d'attention, un effort mené seul ou ensemble, dans l'amour, en politique, pour convertir la peur et la haine en rage et en érotisme. Et l'érotisme, c'est dans la pensée d'Audre Lorde, ce désir que l'on porte à soi et aussi à ceux avec qui il s'agit de vivre et de construire des possibilités de vie. Lorde conclut le dialogue avec Adrienne Rich par ce qui constitue la différence radicale, celle qui qualifie ce gouffre, cette incommensurabilité des expériences vécues de la domination, ce point qui, entre son expérience et celle d'Adrienne Rich, crée une forme d'incommunicabilité et d'incommensurabilité. Lorsque Lorde répond à Rich, elle évoque le meurtre d'un enfant noir par un policier blanc, qui est un événement qui s'est passé quelques jours avant leur dialogue. Ce meurtre a été perpétué quelques semaines, quelques mois auparavant. Et justement, le procès de ce policier a eu lieu et le jugement a été de l'acquitter. Audre Lorde arrive donc dans cette conversation avec Adrienne Rich
avec l'acquittement de ce policier pour le meurtre d'un enfant noir. Et c'est sur cet événement que justement l'ordre fait tenir le basculement dans l'incommensurable. C'est la violence policière, la brutalité raciste des policiers blancs, de l'État, de la justice, de la société états-unienne. C'est la vie dans la menace continue de la mort imminente qui est ce point de basculement. Sur ce point, justement, le féminisme est souvent silencieux. Et sur ce point, justement, le féminisme est probablement impossible, au sens où ce qui est impossible, c'est le sujet politique du féminisme, ce nous, les femmes, et ce nous sera impossible s'il reste aveugle et sourd à cette violence-là, à cette violence qui constitue ce gouffre. Et pourtant, pour Audre Lorde, c'est précisément à cet endroit que le féminisme doit se tenir et que c'est à cet endroit qu'il doit se construire. Je vais citer une longue réflexion de Audre Lorde. Je cite : « Dans une économie de récession et face à l'essor du conservatisme, il est plus facile pour les femmes blanches de croire, une fois encore, en cette dangereuse chimère. Si vous êtes suffisamment agréable, suffisamment mignonne, suffisamment douce, suffisamment tranquille, si vous apprenez à vos enfants à bien se tenir, si vous détestez les personnes qu'il faut et si vous épousez l'homme qu'il faut, alors vous pourrez coexister dans une tranquillité toute relative avec cette société patriarcale. Du moins, jusqu'à ce qu'un homme ait besoin de votre travail ou que votre voisin décide de vous violer. Il est vrai que tant qu'une personne n'a pas vécu et n'a pas aimé dans les tranchées, il lui est difficile de comprendre que la guerre contre la déshumanisation est une guerre sans fin. Mais nous, femmes noires et nos enfants, savons que la violence et la haine façonnent nos existences et que la paix n'existe pas. Et ce n'est pas seulement à l'heure des piquets de grève, dans les ruelles sombres à minuit ou dans les espaces où nous faisons entendre notre résistance que nous défendons notre peau. Parce que la violence envahit toutes les strates de notre existence au quotidien, au supermarché, dans la salle de classe, dans l'ascenseur, à l'hôpital, au jardin d'enfants, perpétuée par le plombier, le boulanger, la vendeuse, le chauffeur de bus, l'employé de banque, la serveuse qui refuse de vous servir. Certaines de vos préoccupations nous sont communes à nous, femmes, d'autres pas. Vous avez peur que vos enfants grandissent pour se rallier au patriarcat et vous désavouent. Nous avons peur qu'on arrache de force nos enfants d'une voiture et qu'on les tue à bout portant dans la rue, comme nous craignons que vous tourniez le dos aux raisons d'un tel meurtre. » Ce texte, dont est extrait la citation ci-dessous, n'est pas dans le dialogue avec Adrienne Rich, mais dans un autre texte qui s'intitule « Âge, race, classe sociale et sexe, les femmes repensent la notion de différence ». Cette différence, elle se joue dans cette question de l'expérience. Audre Lorde a eu 2 enfants, dont un fils, à qui elle s'adresse ou fait référence dans de nombreux textes, témoignant de l'angoisse, de la peur, de la colère, qu'il lui arrive quelque chose, et de ne pas le voir rentrer le soir à la maison. C'est avec ce lot d'émotions épuisantes, cette colère si énorme et implacable, devenue rage, qu'elle dessine les lignes d'un engagement féministe possible, qui travaille jusqu'à leur point critique, les différences d'expérience et de vécu entre les femmes. Il faut comprendre que ce n'est que sur la radicalisation de cette ligne de crête, c'est-à-dire dans le fait de regarder en face ces différences, qu'il est possible de faire mouvement. Cela signifie que reconnaître leur étrangeté absolue, leur monstruosité, c'est admettre que la brutalité mortifère de la police, c'est-à-dire la brutalité mortifère de l'État néolibéral, du nécrolibéralisme, est aussi rendue possible par l'indifférence des femmes qui se sentent encore protégées par un État et qui lui demandent plus de sécurité. Or, comme l'exprime l'extrait d'Audre Lorde, cela n'est possible que du fait d'une acceptation, je dirais même de la construction historique d'un consentement à se soumettre à cet État.
Il s'agit de penser ce processus de servitude volontaire, institutionnalisé par la modernité, et qui renvoie donc au fondement même de l'État moderne, et qui consiste à acclimater les femmes à consentir à se soumettre, et à penser non seulement ce qui relève d'un contrat sexuel, mais qui relève également d'un pré-contrat sexuel blanc à l'État patriarcal. C'est l'instauration de la famille blanche comme lieu de domination, naturalisée et invisibilisée. C'est l'instauration de cette famille, de cette cellule de production, fondatrice du capital, de production de la vie jusqu'à l'épuisement, qui prive les femmes de liberté civile et politique, mais qui en même temps institue un pater familias qui est le fondement de l'État patriarcal et de sa violence, et qui place les femmes blanches en particulier dans une économie de la violence privée et publique, personnelle et politique, voire géopolitique. Ainsi, le consentement du peuple à l'autorité légitime, comme acte de soumission constitutive de la souveraineté moderne, peut être mis en parallèle à la constitution du consentement des femmes blanches à l'autorité légitime du père et au fait d'organiser leur libération auprès de l'État en la conditionnant à la protection de l'État. On pourrait donc penser ce consentement précontractuel à la soumission à un ordre patriarcal hétéronormatif comme constituant aussi une trame d'hétéronomie envers un État qui par ailleurs exerce une violence capitaliste bien sûr et coloniale à l'encontre d'autres femmes. Donc cela suppose de revenir à un certain nombre de questions. D'abord, cette expression de sécurité des femmes, de protection des femmes, de défense des femmes demeure un motif récurrent dans la modernité. Il est actualisé jusque dans la période très contemporaine. Il est évidemment inextricablement lié à une définition normative de la famille qui définit les valeurs d'une bourgeoisie capitaliste hégémonique. Cette question de la défense des femmes a été très très profondément débattue et documentée et conceptualisée dans la pensée féministe. Il s'agit ici de rappeler évidemment l'analyse de Gayatri Spivak sur les subalternes peuvent-elles parler, sur la question justement de la protection ou de la défense des femmes, mais de quelles femmes? Elle reprend cette phrase, ou en tout cas on peut reprendre de Spivak cette phrase paradigmatique de sa réflexion: des hommes blancs sauvent des femmes de couleur, d'hommes de couleur. Ça, c'était dans une forme de première étape en contexte colonial, mais aussi dans la construction d'un État qui est traversé par la colonialité. Nos femmes, leurs hommes, les hommes, nous, les hommes. On doit également à Laïla Ahmed d'avoir problématisé, dans le cas de l'Égypte coloniale, ce motif discursif de la défense des femmes comme un dispositif à double tranchant, permettant d'une part de sauver les femmes indigènes de leurs hommes, légitimant ainsi toutes les exactions perpétuées sur elles comme sur eux, au nom de la civilisation, au nom de la supériorité de la race blanche, au nom du respect des femmes blanches. Et d'autre part, ce même dispositif a entravé les luttes et les mobilisations pour l'acquisition des droits civils et civiques des femmes européennes. Mais en effet, la défense ne concerne de fait que celles qui sont jugées suffisamment respectables, qui se tiennent à distance d'une émancipation hors norme, qui participent, selon les défenseurs et les héros d'un patriarcat impérial, à l'effacement de la différence sexuelle, à l'effacement de la différence des sexes, jugée comme le point de référence pour opérer une hiérarchie des races et pour qualifier justement la race blanche de supérieure. C'est elle qui démontre la plus grande différenciation entre les sexes. Pour autant, les femmes respectables, les femmes blanches, sont aussi laissées à disposition de la violence de leurs sauveurs, de leurs hommes, dont les exactions demeurent non seulement impunies, mais aussi éminemment légitimées. La respectabilité se juge à l'aune de l'appropriation, appropriation du corps des femmes,
exploitation de la reproduction biologique et économique de la force de travail. La défense des femmes a été longtemps et exclusivement référée à la tradition du droit naturel, telle que développée par les philosophes européens contractualistes. Au sein de cette tradition fondatrice de la séparation entre privé et public, constitutive de l'avènement du mode de production capitaliste au cœur de la modernité bourgeoise, le contrat de mariage ou contrat sexuel est également un contrat économique. C'est là où se joue l'organisation de la reproduction. C'est là où se joue la division sexuelle et raciale de ce travail de reproduction. Le contrat matrimonial ou le contrat domestique, conclu prétendument avec l'aval des femmes, qui les exclut évidemment de la sphère politique et de la sphère de production, les place malgré tout dans une position stratégique pour organiser la sphère reproductive et organiser la division qui a cours. Ainsi, la défense des femmes relève d'une prérogative économico-politique, patriarcale et patrimoniale, coloniale et métropolitaine ou impériale. La plupart des contrats civils de mariage assimilent ainsi les femmes à un certain type de propriété, en tant qu'elles et leurs biens sont à proprement parler appropriés par le chef de famille, qui en a l'usufruit, mais les place également du côté de la gestion de cette propriété domestique et de l'organisation de la richesse qui y est déployée comme une sorte d'accumulation primitive du capital utile à l'extérieur. On comprend dès lors que cette question de la sphère domestique et du patriarcat qui s'y joue a des répercussions sur la constitution et l'organisation à la fois d'une organisation économique, mais aussi de la construction d'un type de souveraineté impériale. Dans ce cadre-là, il faut admettre que dans toutes les luttes féministes, ce qui deviendra au fond l'un des points de basculement insurrectionnel sera à la fois la question de la politisation du viol et notamment de la politisation de la question du viol conjugal et également la question du travail domestique et sur son axe de la problématisation de la reproduction. Travail extorqué, travail gratuit, travail exploité, division sexuelle et raciale du travail entre les femmes, exploitation des femmes racisées et paupérisées par la bourgeoisie blanche. Au début du XXIe siècle, une autre expression de « il faut défendre les femmes » apparaît. Cette fois-ci, c'est une forme éminemment néolibérale et impériale sur la question de la promotion d'un féminisme bon teint, d'un féminisme de l'émancipation porté par les États libéraux dans le cadre du néolibéralisme. Le féminisme fait vendre et la question de la défense des femmes, c'est plutôt un adage économique, celui par exemple de grandes firmes comme L'Oréal, parce que vous le valez bien, votre défense aussi, prenez-la en charge, vous le valez bien. Qui est digne d'être défendu? Qui est digne de se défendre? Là aussi, il s'agit d'un marché économique, de la sécurité féminine, de la sécurité des femmes blanches contre les autres. Et ça va même plus loin, puisque c'est dans l'enrôlement des femmes dans les armées du capitalisme et dans les armées effectives des États occidentaux, l'enrôlement des femmes comme militaires et leur rôle joué notamment dans les dispositifs de torture à Abu Ghraib ou ailleurs, que la question du féminisme va devenir une arme de destruction massive, mais aussi une arme de maintien de l'ordre dans le cadre des luttes civilisationnelles. On a ici cette question que, dans une certaine mesure, ce sont les femmes désormais qui portent aussi une mission civilisatrice. Ce sont les femmes qui viennent défendre les valeurs à la fois de la modernité, de la liberté, mais aussi les valeurs de cette émancipation juridico-politique dans le cadre du néolibéralisme avancé. Je vais revenir, après cet élément, sur
cet autre point qui m'intéresse, qui est la question de la réalité des violences. J'ai parlé de l'expérience vécue des violences, ou plus exactement de l'incommensurabilité de l'expérience vécue de la violence sexiste et raciste à partir de l'ordre, et ce point de basculement qui relève de la violence policière et de la violence d'État. Et j'ai essayé de montrer en fait ce rapport ambigu à l'État moderne dans la Constitution, au fond d'une définition de la féminité hégémonique comme féminité blanche. Mais la question maintenant est celle du féminisme lui-même et de la possibilité de la constitution d'un sujet politique. Je dirais que la commensurabilité des expériences des femmes ne peut pas être un préalable à une politique féministe. C'est ce qui a été dit à maintes reprises par un certain nombre de philosophes féministes, que ce soit Denise Riley, Judith Butler, bien sûr, sur cette idée qu'il ne peut pas avoir de sujet féministe préalable à une politique féministe et qu'il fallait évidemment être attentive à tout processus de forclusion du sujet politique, ce nous, de nous les femmes. Du côté de l'analyse des expériences vécues, voire même contradictoires de la domination patriarcale, effectivement, entre les femmes, selon les lignes, les antagonismes de classe, selon les lignes de couleur, la sexualité, l'âge, la question des corps et notamment des normes de validisme, dans le cadre du capitalisme néolibéral, ces lignes de fracture sont extrêmement profondes. Mais comme l'écrit Audre Lorde, on peut même aller jusqu'à penser avec Audre Lorde qu'il ne s'agit pas seulement de lignes de fracture, mais également probablement de rupture ontologique entre les vies ou de rupture ontologique sur la réalité qui concerne le réel et la matérialité des corps pris dans et par la violence hétéropatriarcale. Audre Lorde écrit « Pour survivre dans la bouche de ce dragon appelé Amérique, nous avons dû apprendre cette première et vitale leçon. Nous n'étions pas censés survivre. Pas en tant qu'être humain. » Donc la question de l'incommensurabilité des expériences relève ici d'une forme d'ontologie politique liée à ce dont nous faisons expérience. Et dans les termes d'Audre Lorde, ce dont nous faisons l'expérience, c'est d'être des corps pour la mort. Des corps pour la mort. Et comment penser un féminisme depuis cet énoncé? Les États-Unis, y compris, nous le savons, dans la période contemporaine, et la France également aujourd'hui, sont des systèmes qui génèrent des corps tuables, de la chair pour la mort. Or, si ce système perdure, c'est aussi sur le dos d'un dispositif à la fois idéologique et matériel qui concerne au premier chef la question de la constitution du groupe social les femmes, sur le dos d'un certain discours et d'une certaine fabrique idéologique du féminisme. La question des violences faites aux femmes est trop longtemps demeurée une question isolée du reste de la pensée critique de l'État et de son tournant autoritaire dans l'avènement du néolibéralisme. Le recours à l'État comme une solution, comme une autorité qui défend les droits et les libertés des femmes ou qui sauve les femmes, loin d'être une critique et une lutte contre le sexisme, me semble au contraire ce par quoi se renforce et s'actualise un certain type de un certain type de pouvoir, un certain type de souveraineté mortifère, y compris et surtout dans les démocraties contemporaines. Pour les femmes qui ne font pas l'expérience du continuum qui lie ensemble les violences sexuelles et sexistes,
raciste, économique, social, impérial, l'État demeure ce garde du corps du maître bien ancré au fin fond de leur conscience. Le maître, c'est le capital. Et donc, je répète ma pensée, c'est l'idée que le recours à l'État, comme à une instance protectrice, comme une instance de sécurisation des droits ou de l'intégrité de nos corps, me semble être, au fond, un acte de réification de l'État mortifère et me semble d'autre part, d'un point de vue théorique et politique, invisibiliser ce continuum que l'on doit maintenir entre les violences sexistes, racistes et capitalistes. Et troisième chose, également dans la continuité de la réflexion de Audre Lorde, s'en remettre à l'État, alors même que l'État d'ailleurs se présente comme la seule instance qui garantit notre survie et que l'État fait tout pour nous désaffilier de pratiques collectives, communautaires, de formes de vie et d'organisation de vie possible, le fait de nous enjoindre et de nous contraindre à nous référer à lui seul pour la protection de nos vies, c'est en même temps, dans ce même geste, réancrer en nous et maintenir en nous l'État comme un garde du corps du capitalisme, mais l'ancrer dans notre conscience politique. Donc les violences faites aux femmes ne peuvent être éradiquées dans un État ou ne peuvent être éradiquées par des États, puisque ce sont les États, dans une certaine mesure et toute proportion gardée, qui constituent une instance garantissant la continuation et la perpétuation de ces violences. La première chose, pourquoi ? Parce que dans toutes les politiques publiques de prévention des violences faites aux femmes, l'État maintient les femmes de la classe bourgeoise comme les sujets de référence de ces politiques publiques de prévention. Il maintient les femmes de la classe bourgeoise comme les sujets d'une politique familialiste et nationaliste qui se prévaut d'un certain capital féministe. Deuxième argument, il y a continuation et perpétuation de ces violences parce que en faisant l'État, en faisant des identités de genre de la famille non plus tout à fait un fief réservé aux hommes où règne l'autorité des pères et des maris, mais un marché libéralisé de libre concurrence qui met en compétition les femmes entre elles et renforce des formes d'hétérosexisme et de racisme sous couvert de féminisme, accentue encore une fois l'invisibilisation non seulement du continuum des violences sexuelles, raciales et économiques, mais aussi finalement maintient une forme de licéité des violences sexistes et sexuelles. Troisième point, en axant la rhétorique de lutte contre les violences faites aux femmes dans un grand discours impérialiste, où les hommes violents sont toujours les pauvres ou les autres, ou ceux qui sont là-bas, ou ceux qui sont derrière les frontières, ou ceux qui sont derrière les checkpoints, on maintient évidemment une forme de colonialité inscrite dans un féminisme d'État. Quatrième point, en focalisant l'action portée sur les violences dans l'espace public, en focalisant l'action sur les violences lorsqu'elles ont déjà eu lieu, c'est-à-dire dans un après-coup, lorsque le coup est déjà porté. En fait, on organise des politiques publiques de prévention qui sont des politiques publiques dysfonctionnelles et qui ont pour fonction de maintenir une licéité des violences. Je ne rappellerai pas évidemment que on sait très bien que les violences arrivent prioritairement dans la sphère privée, dans l'intime, au travail, et qu'elles sont perpétuées par des proches et des personnes connues, et non pas dans cette idée d'un mythe du violeur la nuit dans un parking sombre, même si évidemment ça peut arriver. Donc le point qui me semble important ici, c'est
Il me semble que faire l'expérience de cette violence crasse, de cette violence sexuelle et sexiste crasse, doit d'abord aussi soulever la question de comment je peux saisir ces violences comme relevant d'un système patriarcal qui est en lui-même évidemment capitaliste et raciste. Et donc c'est comment je peux encoder cette expérience vécue du sexisme, comment je peux lui donner sens et comment je peux moi-même lutter comme une forme de défiguration de ma propre expérience ou de requalification de ma propre expérience comme une expérience qui relèverait exclusivement d'un sexisme pur. Donc je vais essayer de m'expliquer. Et là encore, je vais le faire avec une citation de Audre Lorde. Audre Lorde écrit « Quelle femme ici est si amoureuse de sa propre oppression au point qu'elle n'est plus capable de voir l'empreinte de son propre talon sur le visage d'une autre femme. Quelle femme ici utilise sa propre oppression comme ticket d'entrée au rang des justes, loin des vents glacials de l'examen de conscience. » Audre Lorde s'exprime vraiment dans cette position. Elle demeure à la fois centrée sur elle-même, depuis son expérience, et en même temps, elle se comprend dans une relation où les vies sont liées les unes aux autres. C'est à partir de ce constat qu'il faut entendre à la fois cette adresse d'Audre Lorde à d'autres femmes qui se font, dans une certaine mesure, le relais du patriarcat, précisément parce qu'elles sont dans un cadre d'intelligibilité de leur propre expérience, qui est un cadre dominant et qui entretient un privilège qui recouvre en fait une saisie qui est la saisie de nos conditions matérielles d'existence dans ce continuum des violences dont parle Audre Lorde. Et à mon sens, ça permet d'éclairer une autre citation très mobilisée de Audre Lorde et qu'on utilise beaucoup dans la pensée féministe. Les outils du maître ne détruiront pas la maison du maître. Et quand on met cette citation en écho à celle que j'ai citée auparavant, sur la nécessité d'un examen de conscience et sur l'idée de quelle femme est suffisamment amoureuse de sa propre oppression pour ne pas voir son talon sur le visage d'une autre, en fait la question des outils du maître ne détruiront pas la maison du maître doit résonner autrement dans notre propre cheminement intellectuel et politique. Audre Lorde ne parle pas des outils de la lutte. On a trop souvent interprété cette citation comme un appel à ne pas utiliser la violence, car elle serait un outil du maître. Audre Lorde ne parle pas de ça. Elle parle des outils du maître par lesquels s'opère la représentation de soi et la réflexivité et la saisie de sa propre expérience vécue, c'est-à-dire sur la façon dont on encode notre expérience vécue. Plus exactement sur la question de la conscience de soi, des processus politiques qui mènent à la conscientisation et aussi à la lecture et au sens donné à l'expérience vécue. Le processus de politisation passe par un examen de soi qui fait écho à la question de la pédagogie des opprimés de Paulo Freire. Elle considère qu'un mouvement révolutionnaire n'est possible que si nous nous concentrons sur cette partie de l'oppresseur enfoui au plus profond de chacune d'entre nous et qui ne connaît pas les tactiques, que les tactiques des oppresseurs, les modes de relation des oppresseurs, et on pourrait ajouter qui ne connaît que les modes d'intellection et d'intelligibilité des oppresseurs pour penser sa propre situation dans ce continuum des violences. C'est un point sur lequel, en fait, c'est ce qui nécessite évidemment de ne pas être naïf sur la question d'une réalité crue que l'on pourrait saisir dans une expérience qui n'en serait que le calque ou qui n'en serait que la pellicule évidente et claire. Et ça permet
à travers en fait cette question de l'expérience vécue, des expériences, de travailler sur le cadre d'intelligibilité et la façon dont on peut non seulement le subvertir, mais essayer de produire des pensées révolutionnaires qui non seulement décentrent, mais proposent un autre éclairage. Et ce sera mon dernier point pour conclure. Ce que j'ai essayé de faire, c'est de mettre la question des violences ou de l'expérience vécue de la violence sexuelle et sexiste, ou même d'essayer de mettre au centre une analyse du terrorisme patriarcal. Avec Audre Lorde, de le faire résonner et de le recentrer depuis la question des violences systémiques et de l'analyse d'un État néolibéral, patriarcal et colonial. Pour Audre Lorde, c'est bien la police et l'État racial, la société blanche, qui lui permet d'appréhender les violences sexuelles dans un continuum de brutalisation. Et c'est précisément ce continuum de brutalisation dans lequel doit se situer un féminisme révolutionnaire et un féminisme coalisé, c'est-à-dire doit émerger à partir de là un sujet politique. C'est ce continuum qui est rendu invisible à l'expérience du sexisme lorsque celle-ci n'est précisément pas appréhendée et vécue dans une forme de conscience décolonisée. Et c'est ce continuum qui est rendu invisible lorsque l'expérience du sexisme est comme isolée, tronquée, extrait de ce continuum. Cela ne signifie pas du tout, bien sûr, que les violences sexuelles et sexistes sont des violences comme les autres et qu'il faudrait les niveler. Ce n'est pas du tout ce que je dis. Ce que je dis, c'est qu'elles sont avec les autres et qu'elles occupent une place singulière et stratégique dans une organisation systémique des violences. Ce que je souhaite penser et finalement ce sur quoi ça ouvre. Je dirais que par rapport à l'ensemble de ce que nous avons à la fois collectivement vécu ces derniers mois et ce que nous avons, ce à quoi nous sommes confrontés, notamment je pense en particulier à ce qui s'est joué avec les mouvements sociaux, notamment en France, ce qui s'est joué sur la mobilisation contre les violences policières, notamment en Europe en particulier et en France, ce qui s'est joué dans la gestion gouvernementale de l'épidémie du Covid, et là je pense en particulier en France, et ce qui constitue en fait une forme de gestion des violences faites aux femmes, et notamment sur le cas des viols et des féminicides. Je vais me placer dans ce point-là juste sur le cas français. On pourrait dire que nous avons tout intérêt à réinscrire une théorisation des violences sexistes dans le cadre d'une réflexion sur les violences d'État et des violences en particulier policières, y compris pour informer une certaine philosophie de l'État et pour informer une compréhension des violences policières qui restitue la façon dont ces violences policières sont complètement formées dans une forme viriliste de brutalisation du peuple, assimilée à une entité infantilisée, féminisée, racialisée, animalisée, qu'il faut battre, discipliner, mater, violer, asphyxier, subjuguer par l'inculcation du désir du maître, du chef, par la loi du père. La menace de violence doit ici être mise en exergue. La violence effective et la brutalisation effective est aussi une forme de pédagogie de la cruauté, comme dirait Rita Segato. La menace de violence, nous avons peur désormais d'aller manifester, nous avons peur de traverser une gare ou une station de métro par peur des contrôles policiers, par peur de la police militarisée. Nous avons peur d'être contrôlés sur les routes en bas de chez nous. Nous avons peur de passer les frontières et évidemment, nous avons peur d'être témoins des exactions qui se jouent aux frontières.
non pas par projection fantasmagorique, mais par remémoration musculaire d'une série de précédents qui, en même temps qui nous visent individuellement, nous abattent de façon générique, selon une ligne de couleur, selon une sexualité, selon notre conscience de classe, selon notre passeport. On a peur du coup quand la violence est inscrite dans notre histoire, dans notre mémoire de classe, dans notre mémoire familiale, notre expérience de genre, de sexualité, dans notre schéma corporel, dans notre quotidien. La peur de celui ou celle qui n'en a pas fait l'expérience est une peur, dans une certaine mesure, qui produit une forme de déréalisation. Celle ou celui qui ignore cette généalogie demeure comme au spectacle, devant sa télé, devant l'écran de son téléphone, en regardant défiler le fil de son actualité. On frissonne, on s'indigne contre ce qui est fait aux autres et on se contente, comme d'un mauvais scénario, de se dire et de se rassurer « les gentils finiront par gagner, à gagner la guerre ». Mais par là, nous sommes transformés en complices. Les expériences vécues de la rencontre avec la police s'inscrivent dans cette dialectique de qui est témoin et qui en fait l'expérience directe dans sa chair, mais aussi qui se remémore une mémoire collective et politique. Pour conclure, je dirais, dans la période contemporaine, l'expérience de la violence policière est une réalité difficilement marginalisable désormais. Elle n'est plus effaçable du récit et elle n'est plus effaçable aussi de notre mode de politisation en tant que féministe. Les cadres légaux qui informent le travail de maintien de l'ordre, en France notamment, la question de l'armement, la question de la brutalisation, la question du racisme systémique, la question aussi de l'éducation à la violence des troupes de maintien de l'ordre, qui est une éducation qui entretient en fait non seulement un imaginaire viriliste, mais aussi des pratiques de mise à mort ou de blessure qui passent par l'idée d'une licéité ultra virile. Et je fais une dernière parenthèse. Il y a quelque chose qui s'est passé en France ces dernières semaines, c'est un féminicide qui a eu lieu en février. Et c'est un policier qui a tué sa compagne un policier a tué sa compagne et ce policier a pu fuir, ne pas être poursuivi par la police. Il a pu être en cavale pendant 13 jours, il a pu tirer de l'argent, il a pu se réfugier, aller à l'hôtel et ensuite il a fini par se rendre. Je ne suis pas dans un discours qui consiste à dire que la police doit résoudre ces problèmes, mais on voit bien ici qu'en fait la police organise la non-résolution de ces problèmes et qu'elle-même, en fait, pour être un policier capable de brutaliser des populations entières, on doit être exercé, nourri à la violence et à la pratique d'une violence incorporée, et que cette pratique de la violence incorporée, c'est la brutalisation de genre et la brutalisation sexuelle et le meurtre des femmes. Ce type de souveraineté, ce type de police s'inscrit dans un type de souveraineté qui relève d'un ordre patriarcal néolibéral. Cet ordre patriarcal a évidemment une histoire, mais il endosse de façon renouvelée cette forme de pédagogie de la mort. Et cette pédagogie, elle passe à la fois par une brutalisation et une spectacularisation des violences faites aux femmes. Spectacularisation des violences faites aux femmes qui est soit de les laisser comme un spectacle face auquel on ne peut rien, soit également de focaliser et d'isoler cette question des violences faites aux femmes comme une expérience pure du sexisme qui n'aurait rien à voir en même temps avec une expérience des antagonismes de classe et du racisme systémique. Se soulever contre le patriarcat, contre les violences sexistes et sexuelles, de fait, c'est se soulever contre un régime politique, contre l'État, contre une police, contre une justice, contre un système économique, le mode de production capitaliste, dont il n'est plus possible d'analyser les mécanismes indépendamment de ce qui le fait vivre, la domesticité, le colonialisme et le déploiement continué des régimes racistes qui sont des formes de triage en permanence. Dans ce dispositif,
Les violences sexuelles, sexistes, doivent être reproblématisées, car elles sont l'autre face d'une violence d'État, mais elles sont aussi un pivot de cette violence.